Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Bienvenue dans CETV, la chaîne télé du club Entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce merveilleux décor du club de golf Carthage-La Soukra. Aujourd'hui, on va parler de management collaboratif, on va parler de change management, on va parler de beaucoup de choses et surtout, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire que pour la première fois dans l'émission, notre invité est une femme, est une dirigeante. J'espère qu'elle va ouvrir la voie à plein d'autres femmes dirigeantes pour venir dans cette émission. Notre invitée aujourd'hui, c'est Emna Khrouf. Asema Emna Khrouf Bentafous. Je suis managing partner de Deloitte Afrique. Je suis aussi présidente de l'Association des Tunisiens des grandes écoles en Tunisie. Je suis ingénieure de formation, peut-être en termes de traits de caractère, deux traits, persévérance et conciliante. Persévérance parce que quand je crois en quelque chose, j'essaye de mettre mon énergie, mon temps pour l'atteindre. Et donc ça, j'ai besoin d'être persévérante pour atteindre mes objectifs. Et conciliante parce que je déteste les conflits et j'essaye vraiment à chaque fois de trouver le bon consensus pour embarquer le maximum de personnes par rapport à une problématique donnée. Mes hobbies, c'est les voyages. J'adore voyager, j'adore découvrir des lieux nouveaux, des cultures nouvelles, des gens nouveaux. Donc j'aime bien voyager. Mon film préféré, c'est Le Cercle des poètes disparus. C'est un très vieux film qui m'avait marqué dans le temps où il m'est resté comme meilleur film. Mes chansons préférées, plusieurs chansons. I Will Survive. Je pense que ça revient dans cette persévérance et cette envie d'atteindre des choses. Et puis Saweh Abdelhalim Hafs. Je pratique depuis peu le sport et j'aime bien le running. Ça me permet de me ressourcer, ça me permet de me déconnecter et c'est vraiment très agréable. Ma citation préférée, c'est une citation africaine. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça traduit mon état d'esprit de travail en équipe, mon état d'esprit justement de toujours être dans un collectif pour avancer ensemble. Emna Khrouf, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté cette interview. Merci. Alors on va commencer par qui est Emna Khrouf, hein, on va revenir back to the roots. Hein, Emna Khrouf, toute jeune, donc qui est partie faire des études dans les grandes écoles. J'ai fait ma prépa à Philippe Fitons. D'accord. En bas, j'ai intégré une école d'ingénieur, Supélec, France. C'est là où l'aventure a commencé. J'ai intégré ensuite une firme qui s'appelle Capgemini pour faire du conseil chez Capgemini. Mba'ad Altim, c'était aussi une entreprise dans le conseil. Et en 2003, on a décidé de revenir en Tunisie et j'avais créé Altim en Tunisie. Là aussi, la maturité du conseil en 2003 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et le challenge était intéressant parce que ça a permis effectivement de commencer à contribuer à structurer cette filière et à contribuer justement à l'éducation du marché. Depuis, pas mal de challenges, pas mal d'expériences aussi. Donc en 2013, Altim a rejoint Deloitte et depuis 2013, donc c'est une autre aventure qui va au-delà de la Tunisie puisque je lead les activités conseil sur l'Afrique francophone. Et là, c'est un autre challenge qui permet à la fois de continuer à contribuer sur la Tunisie, mais aussi sur d'autres pays en Afrique. Et là, c'est passionnant aussi.
Alors, le challenge est grand parce que, bon, ayant été moi-même informaticien dans une autre vie, ouvrir une boîte de conseil, c'est-à-dire en 2003 en Tunisie, alors que, bon, il y avait beaucoup de boîtes de conseil qui étaient déjà établies. C'est quoi? C'est l'insouciance de la jeunesse? En fait, c'était surtout une opportunité familiale. Donc mon mari avait l'occasion de venir travailler en Tunisie et donc je l'ai suivi. Et mon ancien employeur Altim à l'époque m'avait proposé de créer cette structure. Je n'avais pas du tout vu les freins, hein, donc, parce que je me disais de toute façon il faut contribuer au challenge et à la structuration du marché. On s'est focalisé sur le secteur financier, le secteur bancaire en particulier. D'abord par rapport à un besoin, par rapport à une maturité et par rapport à justement une expertise qu'on avait, qu'on pouvait dupliquer. Beaucoup d'anecdotes, hein, bien sûr, femme qui a 30 ans et qui est dans un conseil d'administration ou à la comité de direction où il n'y a que des hommes banquiers qui n'ont pas l'habitude de solliciter du conseil. Donc les anecdotes sont multiples. Mais bon, il fallait le faire et on l'a fait. Alhamdulillah, on a plutôt réussi. Réussi, je pense, parce qu'il y a une valeur ajoutée. L'enjeu des systèmes d'information, on continue à le voir aujourd'hui. Et à ce moment-là, on était beaucoup sur les sujets d'urbanisation des systèmes d'information, de la structuration, de la mise en place de global bancaire pour que l'asset d'une banque soit assez structuré. Et on voit aujourd'hui les banques qui ont fait ce type d'investissement sont plutôt à l'aise pour aller sur d'autres enjeux de digital, de parcours clients intéressants, etc. Surtout qu'à l'époque, au niveau bancaire, rares étaient les banques qui externalisaient. En général, toutes travaillaient, à part une ou deux banques, mais la plupart travaillaient sur leur propre système. Et d'autres rechignaient justement à changer un système qui tournait depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans si ce n'est plus, quoi. Effectivement, pour revenir sur le métier du conseil. Le métier du conseil, c'est quoi? C'est venir auprès d'une institution pour partager avec elle les benchmarks, les tendances dans un pays ou au niveau mondial, par rapport à un secteur donné, par rapport à une expertise donnée, etc. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, Fitounous, on avait plutôt l'habitude d'avoir notre équipe informatique, des développements in-house et qu'on ne sollicitait pas des équipes externes par rapport à ça. Je pense que bon, depuis les choses ont évolué parce que le métier d'un banquier, c'est de gérer des financements, de gérer des clients, mais pas forcément de développer des progiciels. Je pense qu'on a vu une évolution, que ce soit à Fitounous soit dans d'autres environnements par rapport à ce sujet-là. Et cette ouverture par rapport à un écosystème d'entreprises dans l'informatique et dans d'autres savoir-faire, hein, on a focalisé sur l'informatique, mais sur d'autres savoir-faire, devient de plus en plus important. Il faut revenir à un point qui est pour moi important, que ce soit une banque ou n'importe quelle institution, elle ne pourra pas avoir l'ensemble des expertises. Ça, il faut en être conscient. On peut toujours avoir de très bons collaborateurs en interne, ils vont avoir des expertises très reconnues, mais pour avoir la taille critique de l'équipe informatique ou de l'équipe RSE aujourd'hui ou de n'importe quel savoir-faire, c'est très compliqué et c'est pour ça qu'on s'associe, on s'allie, on a des partenariats, enfin ces institutions ont des partenariats avec des partenaires crédibles qui les aident sur des savoir-faire qu'ils n'ont pas en interne. Et c'est tout ça qui a permis aujourd'hui d'évoluer, qui nous a permis d'évoluer sur d'autres secteurs que le secteur financier. Deloitte, ce n'est pas uniquement de l'informatique, il faut bien savoir. C'est-à-dire, vous touchez au niveau du conseil à plusieurs secteurs carrément stratégiques et vitaux d'un pays carrément. Effectivement, notre périmètre d'intervention, donc on n'est pas que sur l'informatique, effectivement. On est sur différents secteurs d'activité. D'abord le secteur public, donc on intervient énormément auprès des secteurs publics sur tout ce qui est stratégie nationale, stratégie sectorielle, les enjeux de décentralisation, les enjeux d'éducation, enfin différents enjeux. Donc le secteur public est pour nous un secteur important en Tunisie, mais dans nos différents pays d'Afrique. Il y a tout ce qui est secteur financier, effectivement, qui est aussi structurant. Il y a tout ce qui est secteur des télécoms. Là aussi, on intervient énormément dans le secteur des télécoms. Et souvent, le secteur des télécoms est un secteur, on va dire, en avance de phase, donc pilote sur plein d'autres secteurs. Après, il y a la santé, il y a tout ce qui est consumer business et il y a tout ce qui est énergie et ressources. Donc on a priorisé comme ça quelques secteurs. Bien sûr, au niveau de Deloitte mondiale, on a plus de secteurs, mais on a voulu prioriser des secteurs
adapté à notre marché, adapté aux besoins et à la catégorie de nos clients pour pouvoir les servir au mieux. Alors justement, ce qui est admirable, c'est qu'en moins de 20 ans, vous avez réussi à grandir non seulement en Tunisie, mais carrément même à étendre votre rayonnement sur l'Afrique. Alors c'est quoi le secret en fait? Qu'est-ce qui a fait que de deux, vous êtes devenu aussi grand et aussi gros et avoir cette place dans le marché? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une recette Mnachrouf? Ou alors c'est carrément appliquer des recettes qui ont marché chez Altim, chez Deloitte? What's the secret? C'est d'abord l'équipe, je pense que c'est le plus important. Je déteste travailler seul, donc comment bien s'entourer, comment avoir les meilleurs, comment être accompagné des meilleurs. Donc ça, c'est vraiment ma conviction et ma manière de faire. Donc ça, c'est le point le plus important. Sur notre métier, c'est un métier d'hommes et de femmes. Donc si on n'a pas des compétences autour de soi pour justement offrir le meilleur service, ça ne marche pas. Donc c'est d'abord l'équipe et ça, c'est vraiment la fierté, la conviction et la composante qui est pour moi la plus importante. Moi, je crois fermement que seul on peut aller plus vite, ensemble on peut aller plus loin. Et donc c'est vraiment ancré dans ma manière de raisonner. Bien sûr, il y a le brin de Deloitte qui est important et qui nous a permis de vraiment travailler de façon beaucoup plus sereine sur l'Afrique et de permettre justement cette synergie avec pas mal de pays. Intéressant de parler des équipes parce que bon, on sait aussi l'une des plus grosses difficultés pour les entreprises de conseil, surtout en Tunisie, c'est le turnover, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de garder quelqu'un plus qu'un certain temps. Il y a toujours cette volonté soit de partir à l'étranger, partir en Europe, aux États-Unis, au Canada, soit carrément de partir voir une autre entreprise. En général, l'équipe, elle bouge, c'est-à-dire c'est difficile de constituer un noyau dur, quoi, dans ce métier. C'est vrai, mais c'est aussi le projet. Souvent, l'enjeu par rapport à un collaborateur qui quitte, c'est qu'il n'a pas trouvé un projet qui l'intéresse, il ne se retrouve pas d'un point de vue financier, ou bien il n'est pas suffisamment valorisé. Donc je pense que, et je touche du bois, on a un turnover qui est raisonnable, donc on a un turnover comme toute entreprise, mais franchement, on a un taux de fidélité qui est très important et j'ai la chance d'avoir énormément de collaborateurs qui nous accompagnent depuis Altim. Altim, donc juste pour revenir, ça fait depuis 2003 qu'on l'a créé, donc, et 2013 on a basculé et on a des collaborateurs qui sont toujours avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de confiance, il y a une relation, il y a un projet, il y a une ambition. Et il y a une reconnaissance aussi qui est importante, au-delà de la reconnaissance financière qui est clé aussi, mais il y a une évolution de rôle, il y a un projet de carrière aussi qui permet à chacun d'être à l'aise dans ce qu'il fait. Et c'est vraiment ça qui est important. Il y a un esprit d'équipe aussi, on sait travailler, mais on sait s'amuser et ça c'est important. Alors bon, étant donné que vous gérez plusieurs pays, plusieurs entités publiques en Afrique, est-ce qu'il y a des pays au niveau public où c'est plus facile de travailler que d'autres? Et est-ce qu'il y a des pays où est-ce qu'on en est au niveau de la Tunisie, quoi, finalement? Est-ce qu'on est plus apte à vouloir changer les choses que d'autres ou vraiment bon, on a du mal? Franchement, chaque pays a ses atouts et a ses spécificités. Enfin, nous, on a eu, sur certains exemples, des décisions qui se sont prises en Tunisie au bout de 2 ans, la même décision ou une décision très proche qui s'est prise au Bénin en 2 semaines. Après, on voit quand même que sur la Tunisie, il y a une accélération de la digitalisation, et ça, c'est un atout, accéléré par le Covid, accéléré par les talents en Tunisie, etc. Donc ça, c'est un atout. On voit qu'il y a quand même, énormément de chantiers qui sont ouverts. C'est vrai que sur d'autres pays en Afrique, on voit plus une vision beaucoup plus claire et une stratégie beaucoup plus affirmée. Et c'est ça un peu la différence entre, je dirais, ce qu'on fait dans le secteur public en Tunisie et ce qu'on fait dans d'autres géographies. Je reviens sur un sujet, le conseil, ce n'est pas du copier-coller. Donc il y a des benchmarks, il y a des bonnes pratiques.
chaque client, chaque pays, chaque équipe, chaque entreprise regarde ces tendances et choisit les ingrédients qui s'adaptent à son environnement. Et c'est là où la conduite de changement réussit, parce que sinon, on va faire du copier-coller par rapport à un environnement qui ne colle pas, donc ça ne marche pas. Donc c'est vraiment une capacité de comprendre la culture locale, de regarder les tendances et de choisir les ingrédients adaptés à cet environnement et cette culture pour réussir justement la transformation. Dernière question pour parler un petit peu de tout ça, c'est est-ce que les managers tunisiens sont dans le 21e siècle ou sont toujours au 20e? Est-ce que leurs méthodes sont toujours celles des années 1990, 1980, 1970? Ou alors, est-ce que ça y est, ils sont dans les techniques nouvelles au niveau managérial? Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de la vieille génération qui sont encore là, qui sont encore en train de tenir des entreprises familiales. Vous, ça fait à peu près 20 ans que vous êtes là sur le marché, dans le conseil sur différents secteurs d'activité. Est-ce que vous sentez que le manager tunisien est en train de changer, en train d'évoluer au niveau de la mentalité, au niveau voilà, de l'ouverture d'esprit sur le 21e siècle justement? Bon, moi, je considère que il y a différents managers tunisiens et on ne peut pas émettre des jugements et je n'aurais pas cette prétention. Ah, en gros, quoi, ouais, à la louche, quoi. Mais je voudrais revenir sur un sujet, c'est les sujets d'entreprise familiale et de transmission, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et ce n'est pas propre à la Tunisie, hein, donc les transmissions sont toujours difficiles. Pourquoi? Parce que le fondateur, qui est en général le père, a plutôt bien réussi, a plutôt été reconnu, et vient son fils pour lui proposer de faire quelque chose d'innovant, de différent, et presque de contredire ce qu'il a fait. Donc c'est toujours difficile d'accepter, surtout qu'on ne reconnaît pas forcément l'expertise de son enfant tout de suite. Donc, et ces transmissions-là sont difficiles. La solution, ce n'est pas bien sûr de brider l'enfant, parce qu'au bout d'un moment, il va aller voir ailleurs et il va aller plutôt être intéressé par d'autres challenges en Tunisie ou à l'étranger d'ailleurs, et souvent on voit ces tendances. Donc c'est plutôt, je reviens au sujet de faire confiance à ceux qui nous entourent, donner des opportunités pour qu'ils puissent exprimer leurs avis. Peut-être aussi de se tromper, avec des risques mitigés, mais de se tromper parce qu'on apprend aussi de ses erreurs. Mais c'est vrai que le sujet des transmissions est un sujet compliqué. Il y a énormément d'émotionnel dans les transmissions. Et transmission première, deuxième génération, plutôt, on va dire, réussie. De la deuxième à la troisième, c'est plus compliqué. Et souvent, l'enjeu, c'est que ces entreprises familiales n'intègrent pas cette composante innovation et restent sur le business model d'origine du fondateur, parce que le fondateur n'a pas accepté la recommandation de son fils ou d'autres personnes de son équipe. Donc je ne veux pas personnaliser par rapport à un enfant, mais on est dans l'ego et on n'accepte pas de changer de modèle. Et souvent, malheureusement, ils ne continuent pas à être en ligne avec leur marché, quoi. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, et il y a même en Tunisie des entreprises qui ont structuré une gouvernance intéressante et qui continuent vraiment à évoluer dans cette gouvernance d'entreprise familiale, et vraiment des success stories super intéressantes. Surtout celles qui ont établi la succession en rentrant en bourse, quoi, en distribuant des actions, et là... Ouais. Moi, une des recommandations, c'est que entrer en bourse, faire rentrer un fonds d'investissement, ça permet au niveau du conseil d'administration d'avoir une structuration. Et le sujet de la gouvernance, le sujet justement du conseil d'administration, parce que finalement, l'entreprise familiale, le conseil d'administration se fait le dimanche, repas de famille. Alors que si vous avez avec vous un fonds d'investissement ou la bourse, comme vous l'avez dit, ça impose une structuration, ça impose un professionnalisme dans la manière de prendre les décisions stratégiques, et forcément, ça apporte de la valeur. C'est vrai que beaucoup d'entreprises considèrent qu'ils n'ont pas besoin de financement, donc ils n'ont pas besoin de fonds d'investissement. Mais moi, je considère que la valeur ajoutée de fonds, c'est le financement bien sûr, mais c'est surtout la structuration de la gouvernance, cette expertise qui n'est pas malheureusement toujours reconnue. Ça fait partie de votre accompagnement, ça, au niveau du conseil, pour faire passer l'entreprise justement à cette
à ce 21e siècle? Bien sûr, oui. Donc dans notre accompagnement, on accompagne la transformation de l'entreprise, donc la transformation au niveau de la gouvernance, au niveau de la valeur ajoutée, au niveau de, on va dire, de la valorisation des talents et la formation des collaborateurs, au niveau du système d'information. Donc c'est des composantes importantes de l'entreprise pour accompagner son positionnement et l'accompagnement de ses clients. Donc c'est vraiment un axe clé sur lequel on intervient auprès de nos partenaires. Le temps passe vite avec vous, hein. Bon, c'est pas une formule. Ah, tiens, une formule. On va fêter ça. On va fêter la première partie de l'émission qui est passée. Ah, ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans votre TEDx. Faut toujours fêter les étapes, hein, c'est ça. Bon, donc, au cours de la deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser un peu plus à M. Nakhrouf, la femme, l'engagement. Hein, Atuj et pas que, hein. On va parler un peu plus de vous en personne. Donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Deuxième partie de l'émission, notre invité c'est M. Nakhrouf. M. Nakhrouf, on va parler de la femme et de l'engagement. M. Nakhrouf, la femme, et puis la femme aussi en général, gender. Mais commençons par l'engagement déjà. Où vous trouvez du temps pour pouvoir être dans des actions complètement différentes, hein, Atuj, vous militez même dans une organisation pour les femmes en Afrique. Bon, c'est beaucoup de plaisir. Donc, et quand on a du plaisir à faire les choses, on trouve le temps et on priorise le temps. Mon engagement en tant que président de Atuj Tunisie est un engagement qui me fait plaisir. D'abord, c'est vraiment le plus important. C'est un mandat sur 2 ans et réellement, j'ai eu énormément de plaisir à contribuer à faire grandir l'Atuj. L'Atuj, c'est une association qui a plus de 30 ans d'âge, qui nous a accompagnés là où on avait besoin d'être accompagnés, en prépa et au niveau de l'école. Quand on est parti pour faire nos études, et il y avait l'Atuj à côté de nous, et je pense que c'est un minimum qu'on peut faire. Je prends juste l'exemple d'une initiative qu'on a fait là, le Forum des métiers, pour justement aider les bacheliers à choisir leur parcours, donc avec 15 filières métiers, à chaque fois expliquer le métier de l'ingénieur, le métier de l'agricole, l'agriculteur, le métier des métiers de la santé, etc. Métier d'aujourd'hui et métier de demain. Donc c'est aussi des choses et on se nourrit de ce type d'initiative, parce qu'effectivement réussir sa carrière professionnelle c'est bien, mais donner du temps pour d'autres initiatives c'est aussi important. Et on choisit son agenda. Si son agenda est imposé par les autres, c'est pas bon. Moi j'ai choisi de consacrer un peu de temps d'abord à ma famille, parce que c'est important, à mon boulot, et puis à des actions différentes qui me permettent aussi de connaître des gens différents, d'apprendre à travailler avec des gens différents et vraiment de contribuer à avoir un peu plus d'impact à mon échelle, bien sûr. Alors, il y a un chiffre que je ne peux pas laisser passer, je suis désolé, 7000 membres, 1500 en Tunisie, ça veut dire qu'il y en a 5500 qui sont
à l'étranger, qui sont partis faire leurs études à l'étranger et ne sont pas revenus. Excuse-moi, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, je parle à la présidente de la TUJ. C'est la Tunisie qui n'attire plus? Effectivement, c'est un chiffre qui interpelle. Et ça, c'est le branding de la Tunisie, le marketing de la vie professionnelle en Tunisie qu'on fait mal. Et qu'on fait mal acteurs publics et acteurs privés. Maintenant, je reviens sur ce sujet du rôle de l'acteur privé, au-delà de l'acteur public, à valoriser le potentiel du marché. Et on voit quand même pas mal de success stories d'entreprises privées en Tunisie qui ont réussi et qui sont en train de tenter de marketer un peu mieux le potentiel de notre marché, le potentiel de nos talents. Malheureusement, aujourd'hui, le secteur public n'attire plus autant, malheureusement, probablement pour un problème de rémunération, mais il y a aussi un problème de rôle et de gouvernance. Après, il y a aussi le secteur privé qui n'attire pas suffisamment. On parlait des entreprises familiales, on parlait de plein d'exemples aussi. Malheureusement, souvent, on ne valorise pas suffisamment la compétence pour pouvoir bien la payer, bien reconnaître son expertise et accepter qu'elle apporte un regard différent de ce que peut penser un premier responsable ou un fondateur de l'entreprise. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a moins d'ATUGéens qui reviennent en Tunisie, malheureusement. Et notre frein, c'est les talents aujourd'hui. Le problème de la Tunisie, mais d'autres pays en Afrique, c'est les talents. Je prends juste l'exemple du Maroc, où ils ont une politique importante de recrutement de compétences au niveau du secteur public, avec un statut particulier, etc. Je pense qu'en Tunisie, il faut qu'on aille dans cette revalorisation des compétences, qu'elles soient ATUGéennes ou pas. Hein. Je ne focalise pas la discussion sur la TUJ, mais on voit qu'on a besoin de réconcilier nos talents avec le potentiel de notre marché pour pouvoir contribuer un peu plus au développement de notre marché. Alors, juste encore pour rebondir sur ce chiffre, les 5500 qui restent à l'étranger, ok, c'est pas suffisamment intéressant peut-être de rentrer dans le public, mais pourquoi ne rentrent-ils pas déjà créer leur propre structure en Tunisie pour rayonner par la suite à partir de leurs compétences sur la Tunisie, sur l'Europe, sur l'Afrique, mais à partir de chez eux? Prêcher un convaincu. Moi, je reviens sur un point. On a vu que pendant le Covid, énormément de Tunisiens de la diaspora sont venus passer et ont beaucoup apprécié de passer 5 mois, 6 mois en Tunisie, vivre en Tunisie et travailler pour leur structure. Et je pense qu'il y a une opportunité à saisir, une opportunité à faire ce shift. De valoriser cette vie agréable en Tunisie et continuer à travailler un peu partout. On va voir des évolutions très importantes de la manière de travailler, donc une capacité à faire énormément de télétravail. À nous, Tunisiens, de capter cette opportunité et de saisir cette transformation engagée par le Covid pour continuer à attirer les talents, pour contribuer. Je ne dis pas forcément travailler, parce que même en travaillant à l'étranger, on peut consacrer 10%, 20% de son temps à aider un peu plus la Tunisie, même si on n'est pas basé ici. Hein, et on voit énormément de personnes de la diaspora qui contribuent. S'ils veulent être basés en Tunisie, c'est l'idéal. Mais sinon, de toute façon, ils peuvent toujours contribuer. Alors, ce qu'il y a d'admirable aussi sur la TUJ, et en clos avec ça, pour pouvoir enchaîner avec un autre sujet, c'est qu'il y a cette alternance homme-femme à la tête de la TUJ. Et justement, rares sont les femmes leaders actuellement et qui s'engagent. Pourquoi? Effectivement, l'engagement féminin est un engagement important et qui n'est pas forcément toujours présent. Moi, je contribue beaucoup à des initiatives africaines autour de l'engagement féminin pour valoriser, promouvoir cet engagement.
Il y a d'abord un plafond de verre chez la femme. Donc ça, il faut en être conscient. Donc beaucoup de femmes n'osent pas, ne sont pas forcément toujours soutenues par leur environnement familial ou n'ont pas suffisamment confiance en elles pour pouvoir prendre le risque ou oser aller dans ce type d'engagement. Donc ça, c'est un élément propre à la femme. Et puis, il y a un environnement plutôt plus général. Penser à telle ou telle femme pour prendre telle ou telle responsabilité, ce n'est pas forcément très commun parce que bon, la femme ne participe pas trop d'événements, ne s'expose pas trop, n'est pas très visible et donc forcément, on ne pense pas forcément à elle, quoi. Donc tout ça fait que toutes ces initiatives pour promouvoir, pour encourager, pour valoriser, pour essayer de lever les freins, j'essaye de contribuer pour encourager, inciter, soutenir toutes les femmes qui peuvent ou veulent ou ont envie de le faire, quoi. D'où votre contribution, votre engagement avec cette autre association. Donc, Oui, effectivement, donc très engagée, donc Women for Change, donc avec le CEO Forum et Jeune Afrique. Donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Women in Africa aussi, c'est aussi une autre initiative. Bon, la problématique du genre est une problématique internationale. C'est pas uniquement en Tunisie, mais ce qui est dingue, c'est que ça fait des années où on nous bassine que la femme a énormément de droits en Tunisie, beaucoup plus que dans d'autres pays. Tout est là pour que la femme puisse avoir plus de responsabilités, mais finalement, très peu osent s'engager. Les exemples sont là. Combien de femmes ministres actuellement en Tunisie? Combien de femmes gouverneurs? Combien de femmes maires? Combien de femmes maires MAIRE? Combien de femmes qui sont PDG d'entreprises? Oui, mais tout est... Enfin, oui, et il y a encore beaucoup de chemin à faire et mon engagement, c'est de... Moi, j'insiste sur la relativité des choses parce que c'est un problème mondial, c'est pas propre à la Tunisie. Et c'est vrai qu'on voudrait atteindre une parité. Je reviens vraiment sur un point qui est important, qui est l'environnement familial et comment mettre la femme en confiance pour qu'elle ambitionne à prendre des responsabilités, à évoluer. Ça, c'est la base. Et souvent, c'est l'éducation de la mère surtout. Est-ce qu'elle fait la différence entre son fils et sa fille ou pas? Est-ce qu'elle associe sa fille à on va dire, à peut-être des tâches ménagères et son fils à des tâches non ménagères? Enfin, et c'est des choses basiques du quotidien. Est-ce qu'on fait la différence dans l'éducation de sa fille et de son fils ou pas? Et est-ce qu'on essaye de réduire l'ambition de sa fille ou pas par rapport à une carrière professionnelle? Donc si on a conscience de ça, on peut aller plus loin. Si on n'a pas conscience de ça, il y a peut-être des mauvais réflexes qu'on inculque et qui restent ancrés chez la fille, la femme demain, et qui l'empêchent et qui du coup créent ce plafond de verre qui l'empêche d'aller plus loin. Moi, j'ai eu la chance où ma famille ne faisait pas du tout la différence entre hommes et femmes. Mon mari me soutient énormément et franchement, c'est un levier et c'est quelque chose qui m'encourage. Et je pense que c'est des éléments qui sont très importants pour justement aider à être serein quand on entreprend, quand on prend des responsabilités, quand on s'engage d'un point de vue professionnel ou associatif. Mais moi, je voudrais vraiment revenir sur ce que la personne peut engager autour d'elle pour pouvoir avancer. C'est le plus important. Après, il y a tout un écosystème qui doit évoluer, mais c'est d'abord le rôle des uns et des autres. Là, vous vous dites comment mettre la femme en confiance, mais finalement, peut-être que toutes les femmes qui militent pour le genre et l'égalité, peut-être que finalement, maintenant, le véritable travail, ce n'est pas de mettre la femme en confiance, mais de mettre paradoxalement l'homme en confiance. Moi, sur ce point-là, je reviens sur le pourquoi des choses et pourquoi la diversité est importante, quoi. Je pense qu'il ne s'agit pas de mettre en avant la femme juste pour mettre en avant la femme, parce que de toute façon, dans un conseil d'administration, le fait d'avoir une équipe mixte, c'est intéressant. Pourquoi? Ou dans un comité de direction, etc. Parce que de facto, la manière de voir d'un homme et d'une femme sont différentes. Et donc cette diversité de points de vue est très importante pour que justement la problématique soit vue de différents points de vue.
les clients d'une entreprise ou d'une société, c'est des hommes et des femmes. Donc, les hommes peuvent comprendre un peu mieux les problèmes ou les besoins d'un homme, et les femmes peuvent comprendre un peu mieux les besoins d'une femme. Donc tout ça, enfin, les talents, on parlait des talents tout à l'heure. Notre problème en Tunisie, c'est les talents. Donc si on ne veut prendre que les talents masculins, forcément, on réduit les opportunités ou les chances de trouver les compétences. Donc tout ça milite pour que cette diversité de genre soit valorisée et soit atténuée. Après, il ne faut pas être en minorité, parce que si on est un comité de 10 personnes et il n'y a qu'une femme, enfin, forcément la femme va être intimidée, ne va pas oser, etc. Et cette mixité ou cet équilibre est important pour que chaque représentativité puisse avoir le juste poids, quoi. Alors, managing partner à Deloitte, président de l'ATUJ, Women for Change, engagement, etc. Il manque juste un truc dans votre carrière, là. Vous êtes le profil parfait type de futur ministre technocrate. On vous a proposé de sauter le pas. Il y a énormément de challenges. Je pense qu'on peut servir son pays de différents points de vue. Je considère qu'aujourd'hui, par mon engagement et par mon implication auprès du secteur public, on contribue énormément, et c'est largement suffisant par rapport à ça. Après, je pense que chacun de son rôle et de sa contribution et de son positionnement peut avoir une contribution importante, et c'est vraiment ma conviction par rapport à ce point-là. Il y a ceux qui ont la fibre d'être ministre. Moi, je n'ai pas du tout cette fibre-là. Malheureusement ou heureusement, enfin, je n'ai pas de jugement à donner sur ce point-là. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de contribuer à la transformation du pays. C'est vraiment ça. Quel que soit notre positionnement, quel que soit notre rôle dans notre pays, quoi. Bon, Emna Khalouf, on a été un petit peu trop sérieux jusqu'à présent, hein, donc on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On passe tout de suite à Fast and Curious. Sport individuel ou sport collectif? Je crois déjà connaître la réponse. Allez-y, répondez. Non. Bon, dans l'absolu, je ne suis pas sportif. Grâce à mon mari, depuis 1 an, je me suis mise, et plutôt sport individuel. Et je cours, et ça m'a permis d'atténuer justement ce stress professionnel et prendre du temps pour se ressourcer, pour prendre soin de son corps, de soi, quoi. Et ça, c'est important. J'allais être complètement à côté de la plaque, parce que j'allais dire, tellement vous avez dit, je travaille en équipe, à chaque fois, voilà, c'est le côté, alors j'allais dire sport collectif, hein. Genre fan de volleyball ou de basket ou de foot, quoi. Mais non, comme quoi. Elle est comment, Emna Khalouf, au niveau de son management? C'est écouter et trancher, ou écouter et réagir par rapport à ce que veut la majorité? Je pense que je suis stricte mais bienveillante. Stricte et bienveillante. Stricte parce qu'il faut rappeler les règles et il faut respecter les règles, il faut les faire respecter. Donner le cap aussi, c'est important. Et je pense que le rôle d'un leader ou le rôle d'un manager, c'est justement de donner ce cap et de veiller à ce que ce cap soit respecté. Et ça ne se peut se respecter que dans le cadre de règles. Donc c'est pour ça que je considère que je suis stricte, mais bienveillante, parce que je pense qu'il faut de la bienveillance pour continuer à avoir du lien entre les équipes. Emna Khalouf, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Le mot de la fin? Merci pour ce bel événement, merci pour le lieu, le choix du lieu, merci pour les questions, merci à vous tous. J'ai passé un très très beau moment. C'était utile pour moi aussi, parce que vous m'avez rappelé plein de souvenirs, vous m'avez poussé à réfléchir à plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé avant. Donc merci à vous pour cette super expérience. Bah écoutez, merci beaucoup, Emna Khalouf, hein. Je rappelle que vous êtes la première femme dans CETV d'avoir accepté le challenge. J'espère que là, vous aussi, encore une fois, vous allez ouvrir la voie. Vous avez parlé de ce lieu. Merci au club de golf Carthage La Soukra.
Merci à l'équipe technique, merci aux différents partenaires de l'émission. Je rappelle que cette émission a été préparée par Selim Hafsi et je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner donc, sur les réseaux sociaux à la page de CETV, le Club Entrepreneur Télé, voilà, le Club Entrepreneur TV. Allez-y, cliquez j'aime maintenant et cliquez sur donc abonnez-vous, comme ça vous ne ratez aucune notification et vous pourrez aussi à ce moment-là suivre les futures émissions, les futurs invités et même pourquoi pas, même je vous y invite et je vous encourage à écouter les anciennes interviews, il y a toujours des choses à apprendre, moi même j'apprends à chaque fois. Amna Khlouf, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Vous avez regardé Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison.